aux problèmes écologiques, vous pensez qu'il y a des solutions positives plutôt que d'être dans l'écologie punitive. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Alors très concrètement, le sujet aujourd'hui, c'est que il va falloir convaincre les Français qu'il faut faire cette transition écologique parce qu'il y a urgence, le changement climatique il est là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui pour qui c'est trop compliqué. Ils n'y arrivent pas, ils ne sont pas convaincus, ils ont peur que ça coûte cher, ils ont peur que ce soit difficile, soit des contraintes. Tout ça est un peu vrai. Mais donc, pour convaincre, il faut aussi montrer que on va y arriver. Il faut arrêter d'être négatif dans la façon de présenter les choses, de faire peur. Et donc nous, avec notre démarche écologie positive, c'est de dire que chacun doit y aller à son rythme, que chaque effort est bon à prendre et que tous ceux qui doivent être accompagnés, on les accompagnera. Nous, notre proposition politique, c'est de dire qu'il faut accompagner ceux qui ne peuvent pas aller assez vite à aller plus vite, mais il faut laisser personne sur le bas-côté en disant « bah voilà, si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi, mais on va te taper dessus ». C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et donc, une démarche d'écologie positive, c'est vraiment de redonner envie d'écologie à un moment où on voit que ça recule quand même. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de se replier, d'être contre, mais il y a des forces politiques aujourd'hui qui se construisent pour être contre l'écologie et les mesures écologiques. Et ça, évidemment, on voit bien que c'est vraiment un danger pour la planète que d'être dans ce recul. Donc, pour éviter ce recul, il faut reconvaincre. Et c'est pas en étant négatif et en faisant peur qu'on va y arriver. Et alors, justement, la limite, c'est souvent l'économie. Donc, vous voulez aider ceux qui seraient en difficulté pour faire cette transition écologique, même si elle est un peu floue, on ne sait pas trop où aller. Ça passerait par quoi? Par des subventions pour aider les personnes plus fragiles? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à identifier, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui pose le plus de problèmes en matière d'environnement, qu'est-ce qui pollue le plus, quels sont les comportements qui polluent le plus, qui sont les plus problématiques pour la planète, et prioriser. L'argent public, c'est vrai qu'il n'y en a pas, ça coule pas à flot, il ne faut pas raconter d'histoire. Donc moi, je ne vais pas dire qu'on a beaucoup d'argent à dépenser. Par contre, il faut prioriser, il faut dire voilà, là on a une dépense à faire, c'est là que ça va être le plus efficace. Là, peut-être qu'il y a un peu moins d'efforts à faire et donc on peut un peu lâcher la prise et lâcher la contrainte. Mais en tout cas, il faut prioriser les dépenses, aider ceux qui en ont le plus besoin à faire la transition. Et puis, il y en a qui ne peuvent pas faire la transition, mais au fond, c'est pas si grave que ça s'ils n'y arrivent pas. Et il faut leur laisser le temps d'y arriver tranquillement. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis vraiment sur une logique de me dire il y a des priorités à faire, des gens qu'il faut accompagner plus vite, et d'autres avec lesquels il faut aller moins vite. Je vous donne un exemple sur les mobilités. Aujourd'hui, ceux qui émettent le plus de polluants et de gaz à effet de serre sont ceux qui utilisent beaucoup leurs véhicules. Ce sont les professionnels, ce sont les taxis, ce sont les transporteurs, c'est les transports routiers, etc. Le particulier, par exemple, qui fait un aller-retour tous les jours, c'est pas lui qui pollue le plus. Est-ce que c'est sur lui qu'il faut mettre la contrainte la plus importante? Non, je crois qu'il faut plutôt mettre la priorité sur les professionnels qui roulent le plus, les taxis, les transports, etc. Eux qui doivent électrifier prioritairement leur parc. D'accord, mais il y a quand même des volumes. Les périphériques sont saturés par les voitures individuelles, pas par les taxis ni par les camions, même si ça a un impact évident. Donc, quid pour tout ce parc automobile qui est utilisé parce qu'on fait du déplacement pendulaire et qui est peut-être là le problème, c'est éviter les déplacements pendulaires. Oui, alors là il y a toute une organisation du travail qu'il faut remettre en place. On a beaucoup espéré que le télétravail allait pouvoir améliorer la situation. Il faut l'organiser, c'est des mouvements de société aujourd'hui assez importants. Il y a les patrons qui sont plus pour maintenant. Bien sûr qu'il y a des reculs, parce qu'effectivement il y a aussi des entreprises où on constate que le lundi, le vendredi et le mercredi, il n'y a plus personne au bureau. Bon, faut se réorganiser un tout petit peu pour que ça restabilise un petit peu les choses et que le télétravail redevienne vraiment du télétravail et pas simplement des situations dans lesquelles aujourd'hui on ne maîtrise plus la situation. Voilà, donc ça c'est un peu normal. Ça se réorganise. Mais ces mouvements aujourd'hui de demain qui, dans les grandes métropoles notamment, vont conduire à davantage de mobilité douce, davantage de flexibilité au travail pour se réorganiser, etc. Ça, c'est les mouvements qui sont de fond, qui se préparent. Et moi, je constate aussi qu'il y a une vraie révolution dans les métropoles. Mais attention, il ne faut vraiment pas généraliser, parce que ce qui peut se passer dans les métropoles, parce que c'est plus facile, ne peut pas forcément se transférer dans les milieux ruraux. Mais je crois que la révolution du vélo, par exemple,
c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de société. Et donc il faut accompagner beaucoup plus cette révolution du vélo en faisant en sorte que les gens se dotent de vélos électriques, se dotent de moyens de locomotion aujourd'hui modernes et nouveaux qui vont émerger de plus en plus, ça j'en suis convaincu. Mais là aussi, c'est des priorisations à faire que d'accompagner aussi le cyclisme avec des réseaux cyclables performants, rapides. Et heureusement beaucoup de villes s'y mettent. Enfin, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ok. Et je profite. À votre avis, on peut continuer? Bon, dernière question. Par rapport, je reviens sur l'économie. Est-ce que vous pensez que l'économie actuelle est compatible avec le respect de l'écologie, sachant qu'on est obligé d'être dans une croissance du PIB pour soutenir le système par les marges, par les taux d'intérêt, enfin les intérêts bancaires à rembourser, donc il faut faire toujours de la croissance. Est-ce que vous pensez que ce modèle-là est compatible avec un respect de l'écologie, avec votre colistier, j'ai parlé des champs des paysans qui sont embêtés par les haies parce que ça fait des mètres carrés en moins d'exploitation, et même quand ils ont un champ, leur champ ne peut pas s'agrandir, donc ils sont obligés de mettre de plus en plus d'intrants pour répondre à la croissance de ce PIB obligatoire, et donc on est dans une schizophrénie totale. Quelle est votre position par rapport à tout ça? Moi je ne crois pas qu'on puisse, c'est un débat dans le monde de l'écologie dans lequel je suis depuis des années, je ne crois pas qu'on pourra changer, qu'on pourra espérer le changement du monde capitaliste et économique dans lequel on est pour résoudre la crise écologique. Je ne crois pas que si on espère ça, grosso modo, on va se croiser les bras à attendre très longtemps. Et moi, je ne serai plus de ce monde pour vivre ce changement. Donc je préfère aujourd'hui m'atteler à ce qui me paraît le plus utile et le plus efficace, c'est de verdir le système, c'est de l'écologiser. Plutôt que de penser qu'on va pouvoir le changer comme ça du jour au lendemain. Je n'y crois pas. Certains y croient et certains plaident pour ça, mais je pense qu'ils sont dans le commentaire, ils ne sont pas dans l'action. Moi, je veux être dans l'action, et l'action, c'est d'écologiser. Écologiser le système économique dans lequel on est. Et dans cette écologisation, mon constat, c'est quand même qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui, tout en faisant de la croissance, s'écologisent. Il y a des secteurs, des filières industrielles et commerciales, et notamment dans le numérique, qui aujourd'hui sont en croissance et qui sont justement dans le développement de solutions écologiques. Et puis il y a des secteurs qui n'avancent pas, qui aujourd'hui ne sont pas dans une logique de verdissement, et ça, à mon avis, eux ont vocation à péricliter. On verra comment, je ne sais pas comment, mais il faut aussi accompagner alors ces périclitations, parce qu'il y a des emplois derrière, il y a des gens qui travaillent, donc il faut quand même faire attention aux effets sociaux. Mais voilà, moi je suis plus pour écologiser le système que de penser qu'il va pouvoir s'effondrer de lui-même. Et après, surtout la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Après, peut-être sur la question du PIB, puisqu'on parle de ça, je crois effectivement que cet indicateur pose problème, parce qu'effectivement il n'est basé que sur le gain et pas sur les conséquences de ce gain, notamment les conséquences sociales et environnementales. Et donc on a besoin de réussir, pas forcément à faire disparaître le PIB, ça je n'y crois pas, je pourrais le vouloir, mais je n'y crois pas, j'essaye d'être réaliste par rapport à cette situation. Par contre, ce qu'il faut réussir à construire à l'échelle mondiale, parce que si on ne fait que chez nous, j'ai peur que ça ne serve à rien, c'est un autre indicateur, c'est d'autres indicateurs, des indicateurs qui permettent de mesurer justement l'impact sur l'environnement, l'impact social, l'impact sur, on dit souvent le bonheur, enfin voilà, c'est des notions un petit peu plus abstraites, moins mesurables, encore que elles commencent à se mesurer. Donc ces autres indicateurs, il faut les faire prospérer pour que on puisse en faire des éléments de mesure aussi, y compris économiques. Parce que je pense que dans un problème du PIB, excusez-moi de vous interrompre, mais le PIB, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il sert juste à mesurer si on est capable de rembourser les intérêts bancaires. Sûr. Donc le supprimer ou le cacher ou quoi que ce soit, à un moment, ça ne change rien. Il faut que le PIB augmente, sinon ça indique qu'on est incapable de résoudre, de payer ce qu'il faut. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vieux comme le monde, le fait de dire qu'il faut se procurer des biens pour pouvoir subvenir à ses besoins. Quand je dis les biens, ça peut être très modeste, hein, mais même pour les personnes les plus pauvres, il y a un minimum de biens nécessaires pour pouvoir manger, se loger. Donc, après, il y a évidemment le fait de voir
plus de biens que de nécessaire. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc c'est la surconsommation. Ça, c'est tristement humain, j'allais dire, et c'est la réalité. Donc c'est du tréfonds humain. Donc à un moment donné, on touche à des choses fondamentales. Donc la question, c'est aujourd'hui de se demander si il peut y avoir, alors attention à ne pas avoir une vision trop occidentale des choses non plus, parce que cette tendance qui commence à monter, que je trouve très positive, qui est de se poser des questions sur le sens, c'est-à-dire de se dire, tout n'est pas qu'argent. Il peut y avoir des notions de bien-être, il peut y avoir des notions d'environnement, de paysage, de beauté, enfin plein de notions qui aujourd'hui sont inexistantes à travers le simple PIB. Et d'ailleurs, il y a même des études qui disent au-delà d'un certain revenu, on n'est plus heureux. Plus de bonheur, ouais. Voilà, il n'y a plus de bonheur. 75 000 $. Voilà, bon. Donc ça, on le sait. Donc à un moment donné, est-ce qu'il y a une envie de sens nouveau? On voit que chez les jeunes générations, ça commence à monter, cette question du sens. C'est-à-dire qu'on est prêt à gagner moins pour avoir quand même un boulot dans lequel on a du sens. Des entreprises aujourd'hui qui réussissent à recruter des ingénieurs de très haut niveau qui pourraient très bien gagner leur vie dans le privé, mais qui préfèrent travailler dans des organismes à but non lucratif parce que ils s'y retrouvent mieux. Ça, c'est des tendances de fond, mais c'est quand même, pardon de le dire, un petit peu occidental, un petit peu classe sociale élevée. Et donc, il faut aussi se dire comment je fais en sorte que ces considérations se généralisent à l'échelle de toutes les classes sociales, pas seulement les classes sociales les plus élevées et les plus instruites, et blanches aussi au passage. Comment je fais pour que, un, ça soit dans toute la société, et deux, soit dans tout le monde entier, parce que dans les pays en voie de développement, personne ne pense comme nous. Il faut quand même se rendre compte de ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont avancer pas à pas sur ces nouvelles notions pour pouvoir les intégrer dans un processus de raisonnement économique, parce que c'est faire par l'OSCE ou à des organismes économiques mondiaux, réussir à se dire que, par exemple, dans les rapports de sociétés, de grandes multinationales, ces notions de RSE, ces notions d'impact environnemental, d'impact social, d'impact sur le sens, ça commence à progresser, mais il faut que ça devienne aussi un instrument de mesure comparatif, c'est-à-dire qu'une entreprise qui tiendrait compte de ces aspects environnementaux, impact, etc., qu'elle commence à avoir un avantage concurrentiel non économique sur d'autres sociétés qui s'en foutent. Ça, c'est des enjeux de demain. C'est de réussir à faire ce qu'on appelle les entreprises à impact, que c'est celles-là qui finissent par remporter la mise demain par rapport à des entreprises qui s'en tapent complètement de leur impact. Voilà. Et je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, mais il est peut-être pas assez rapide, mais il est quand même existant. Et c'est ça que j'ai envie, moi, de soutenir, c'est de me dire, au fond, ce verdissement, cette écologisation, elle passe par le fait de valoriser toutes ces entreprises aujourd'hui, qui ne renoncent pas, évidemment, à avoir un modèle économique qui tient la route, mais qui, en même temps, se disent, je suis prêt à faire un peu moins de bénéfices, mais je veux avoir plus de sens dans ce que je fais. Mais le bénéfice n'a rien à voir avec la croissance. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut qu'on puisse payer les intérêts à payer, donc il faut de la marge. Ouais. Mais oui, on est plus dans l'éthique là. Vous avez raison. On peut très bien imaginer une société qui dirait, moi j'ai besoin, voilà mes besoins de rentrée financière. On peut aussi se dire, j'ai des projets nouveaux, et donc là j'ai quand même besoin de croissance pour pouvoir financer ces projets nouveaux. Mais une croissance pour la croissance, c'est sûr qu'à un moment donné, on revient à la question du sens. Pourquoi faire? Et c'est là où, moi, je ne suis pas... J'entends le débat sur la décroissance et la croissance, mais je trouve qu'il mérite d'être un peu creusé pour ne pas être simplifié. Ça, je comprends, voilà. Mais justement, la question de ça, c'est de passer, non pas par l'éthique, mais par le plan comptable. Une entreprise, c'est un plan comptable. Si elle n'est pas en croissance, enfin, si elle n'est pas dans le processus de croissance, les intérêts ne peuvent pas être remboursés et donc elle fait faillite. Et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas quand on est simplement au micro, pas c'est-à-dire forcément. au micro dans une entreprise simple. Mais en termes général, comme le PIB mesure non pas la santé d'une entreprise mais de l'ensemble, c'est sur l'ensemble qu'on voit, parce qu'il y a des faillites, il y a des gens qui font beaucoup plus de bénéfices, etc. Et c'est l'ensemble qui permet de visualiser si on est capable de rembourser les intérêts bancaires et de financer les marges commerciales. Et ça, là, vous parlez des États. Voilà, que le PIB, c'est au niveau de l'État. Mais quelque part, ça revient exactement au même, parce que l'État, on mesure avec toutes les entreprises. C'est la somme de tous les chiffres d'affaires, enfin bref, de je sais bien. Et donc,
l'entreprise elle-même, elle sera obligée de faire de la croissance. Oui, oui, mais vous constaterez quand même comme moi qu'aujourd'hui, même si tout le monde raisonne croissance, il y a une espèce de non-dit qui est d'oublier de constater que, passé un certain niveau, la croissance devient très faible. Ah ben on sature. Voilà, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on est quand même dans un constat que, alors nos ministres de l'économie successifs n'arrêtent pas de dire on est à tant de pourcents de croissance, mais on est sur des chiffres qui sont ridicules maintenant. Oui, d'où l'endettement de plus en plus voilà, massif. donc à un moment donné, on est obligé de se dire la croissance, la décroissance n'est plus un débat, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où la croissance est très faible dans les pays occidentaux et les pays riches. Elle est très forte dans les pays pauvres parce que, évidemment, ils partent de loin. Mais tout ça devient très relatif. Et donc, ça, à un moment donné, on va quand même être très obligé de se questionner sur... sur le fond, avec quand même un sujet que moi je trouve qu'on n'aborde pas suffisamment dans les milieux un petit peu qui se préoccupent des impacts environnementaux, les milieux écologistes, dont je me revendique, c'est le fait qu'il ne faut pas qu'on soit dans un débat de riches. C'est-à-dire que c'est facile de parler de décroissance quand on est riche. Ah oui, non, mais de toute façon, les pauvres subissent la décroissance. Exactement. Et donc, il faut qu'on subissent soit... aussi la croissance. Hein. Peut-être, mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que si on n'y fait pas attention à cette question de l'impact que pourrait avoir théoriquement la décroissance organisée, on peut se retrouver dans une situation de collapsus social qui pourrait arriver assez rapidement à un rejet massif de toute idée d'organisation, de pouvoir politique écologiste, parce qu'il serait associé à une paupérisation de la société. Et ça, il faut y prêter très attention, parce que moi je suis un démocrate, et donc à un moment donné je veux aussi convaincre. Et si à un moment donné je veux faire une politique qui soit contre la population, qui n'adhérerait plus à ce que je veux faire, parce qu'évidemment elle se paupérise, elle gagne moins d'argent. Je vous prends un autre petit exemple concret, si on a encore 5 minutes. Une machine à laver qui dure 50 ans, ça rentre dans le PIB la première année, et pendant 49 ans, le PIB n'existe plus. Or, écologiquement, c'est bien mieux d'avoir une machine à laver qui dure longtemps qu'un truc qui est cassé au bout de 3 ans, même s'il y en a qui disent oui, mais on optimise l'énergie, etc. Bien sûr, mais vous pouvez avoir une économie qui commence à évoluer d'ailleurs en ce sens-là, qui est une économie de la fonctionnalité. C'est un peu dans les grandes thèses de l'économie circulaire, c'est un sujet qui émerge beaucoup justement sur les outils type électroménager, voitures et autres. C'est de se dire... D'ailleurs, il y a maintenant des fabricants qui commencent à se positionner sur des fabricants et des industriels qui commencent je pense à Michelin par exemple, commencent à se positionner sur la fonctionnalité plus que sur l'achat. C'est-à-dire que grosso modo, je prends Michelin, ils vendent aujourd'hui à des transporteurs routiers du kilomètre et pas du pneu. C'est-à-dire qu'ils vendent à des transporteurs routiers, ils disent voilà, nous on vous fournit un pneu, bien sûr, mais on vous fournit surtout des kilomètres. C'est-à-dire qu'à un moment donné... mais c'est pour calculer l'amortissement aussi de l'achat qui sera plus cher. L'intérêt de l'industriel, c'est de mettre sur le camion un pneu qui dure très longtemps, puisque justement, il le vend du kilomètre. Et de la même manière, demain, j'espère qu'on aura de plus en plus de fabricants d'électroménagers qui vendront non pas une machine à laver, mais du lavage. Et en disant, je vous garantis, si vous m'achetez ma machine à laver, je vous garantis, je sais pas, 20 000, 30 000, 50 000 lavages, et vous m'achetez le nombre de lavages. Et comme ça, la machine, elle est conçue pour durer. Mais ça commence à venir, ça commence à venir.